Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez 7 sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre. Et votre podcast du jour est animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre Z-Podcast quotidien. À la une aujourd'hui, les résultats de l'élection américaine sont connus et... Le plus grand gagnant, c'est évidemment Elon Musk. Dès 2025, les pays européens endettés devront se plier à une limitation de leurs dépenses publiques. Il y a des efforts énormes à faire pour satisfaire les nouvelles règles. Dans la suite de votre épisode, quid de l'aide américaine en Ukraine? La récente élection de Trump fait également trembler la bourse européenne. Enfin, Itinera questionnera la géopolitique européenne. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Depuis 2020, le cadre budgétaire européen était mis en pause en raison des crises économiques, sanitaires et énergétiques. En avril, les États membres ont adopté un nouveau cadre simplifié qui sera appliqué dès 2025. Désormais, les pays avec une dette publique supérieure à 60% du PIB ou un déficit au-delà de 3% devront respecter une règle stricte de limitation des dépenses publiques. Stéphane Van Parijs travaille au service études de la Banque nationale de Belgique. Hors charge d'intérêt, donc on appelle ça les dépenses primaires. Et sur ces dépenses, l'Europe impose une norme nominale de croissance. Par exemple, sur une trajectoire de 4 ans, la norme serait de 2% de croissance nominale. Sur une trajectoire de 7 ans, la norme serait de 2,5%. La Belgique fait face à un problème de soutenabilité de ses finances publiques, avec une dette dépassant 100% du PIB et un déficit entre 4 et 5%. Sans changement de politique, cette dette continuera de croître. Le nouveau cadre européen vise à mieux encadrer les budgets en difficulté. Avant, on devait soumettre à l'Europe un plan pour 1 an. Ici, il s'agit d'un plan de 5 ans qui sera figé, ce qui veut dire que on va contrôler année par année si on respecte cette trajectoire ou pas. La Belgique devra intégrer cette nouvelle norme de dépenses en concertation avec toutes les entités fédérées nécessitant une coordination active. Le Conseil supérieur des finances a déjà proposé une approche en ce sens. Pour l'instant, on n'a pas ça. C'est fait d'une manière volontaire. Et oui, ça ne suffira pas. Il y a des efforts énormes à faire pour satisfaire les nouvelles règles. Et donc oui, c'est à chaque entité de prendre des décisions qui font que les règles ou la norme de dépenses soient respectées. Ce cadre ne pourra être respecté qu'avec des réformes structurelles, d'autant plus que la grande réforme fiscale annoncée n'a pas encore abouti et que les comptes de la sécurité sociale sont déficitaires. Z sur 7 à la une. L'avenir de l'aide américaine à l'Ukraine suscite une grande inquiétude parmi les dirigeants européens. Le candidat Donald Trump avait annoncé son intention de réduire ce soutien, et les Européens redoutent qu'il concrétise cette promesse. Cette incertitude pèse lourdement sur l'Union européenne. Écoutez à ce sujet Marc De Vos, CEO d'Itinera. La première et la dernière priorité pour l'Union, c'est la guerre en Ukraine. Pour l'Union, c'est une question existentielle. Si la Russie est permise de gagner d'une façon ou autre, ça signifie un éclatement géopolitique pour l'Europe, ça signifie un éclatement politique, la fin de la cohésion politique au sein de l'Europe, et ça signifie une nouvelle guerre froide au sein de l'Europe. Le CEO du think tank estime que les Européens devraient renforcer leur position en tant qu'alliés des États-Unis en adoptant une approche plus proactive envers leurs voisins américains. Il faut qu'on pratique l'art du deal avec Trump. L'art du deal, c'est dire on a une valeur pour vous. La valeur peut être économique, si on investit davantage dans la défense, dans la technologie, ce dont on a besoin vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de notre propre sécurité, on peut avoir une proposition commerciale pour les États-Unis. Puis il y a la valeur géopolitique de l'Europe. Si on peut s'aligner aux États-Unis vis-à-vis de la politique de la Chine, et aussi la politique vis-à-vis de l'Iran, par exemple, au Moyen-Orient, on crée une valeur géopolitique pour les États-Unis.
Cette stratégie exige une meilleure coordination de la politique étrangère et de la stratégie économique européenne. Cependant, l'Union européenne pâtit actuellement d'un manque de leadership, aussi bien en Allemagne qu'en France. La grande question, est-ce qu'on est en mesure de générer des budgets additionnels? Parce qu'il faut mettre de l'argent sur la table avec Trump. On peut, en créant par exemple une dette commune, qui est focalisée à cette question de l'Ukraine, on peut créer sur le niveau européen un atout supplémentaire. On est à nouveau dos au mur. Et quand on est dos au mur en Europe, on sait prendre des décisions. Z sur 7 à la une. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, pourrait bientôt devenir l'un des plus puissants. En soutenant financièrement Donald Trump, il s'est positionné stratégiquement pour renforcer l'influence de ses entreprises, qui pourraient devenir incontournables dans de nombreux secteurs. Le docteur Laurent Alexandre, auteur de La guerre des intelligences, relève le pari gagnant. Le plus grand gagnant, c'est évidemment Elon Musk. Elon Musk touche à beaucoup de sujets qui sont très dépendants de la fonction publique et qui nécessitent des autorisations gouvernementales. Coloniser Mars sans l'accord du président des États-Unis, ça n'est pas possible. Mettre des implants intracérébraux Neuralink dans le cerveau de nos enfants sans l'autorisation du ministère de la Santé américain, la FDA, ça n'est pas possible. Une voie royale s'ouvre pour Musk. Déjà omniprésent dans de nombreux domaines, SpaceX est devenu indispensable pour la NASA et gère désormais la majorité des lancements de satellites du Pentagone. C'est avant même l'arrivée de Trump au pouvoir, Musk avait déjà 75% des satellites et il est devenu un opérateur télécom très important, c'est-à-dire qu'il est en train de concurrencer les sociétés de télécom puisque de plus en plus de gens se connectent à Internet directement par les satellites Starlink d'Elon Musk. C'est là qu'intervient le patron de SpaceX, Starlink, Tesla, X et Neuralink. Son objectif ambitieux ? Contribuer à réduire les dépenses fédérales américaines de 2000 milliards de dollars. L'ambition de Trump, avec l'aide d'Elon Musk, c'est d'automatiser une partie de ce que fait la fonction publique et de ce que fait l'État. C'est la raison pour laquelle on parle d'Elon Musk comme secrétaire d'État à la simplification administrative et à l'efficacité gouvernementale. Remplacer des bureaucrates, des fonctionnaires par l'intelligence artificielle donnerait à Musk un pouvoir extraordinaire. Cependant, certains observateurs estiment que la lune de miel entre Musk et Trump pourrait ne pas durer. Des divergences sont déjà apparues, notamment sur les droits de douane de 60% sur les produits chinois promis par Trump. Ceci nuirait à Tesla, dont l'une des usines se trouve en Chine. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, retrouvez notre expert boursier pour une analyse des marchés financiers internationaux. Pour décrypter l'actualité économique, nous retrouvons aujourd'hui Delphine Wakes. Avec l'élection de Donald Trump, la Fed doit se réunir, ce qui suscite des spéculations. Les marchés se demandent si une annonce surprise pourrait suivre la réélection dans ce contexte économique et politique incertain. Il n'y avait pas réellement de suspense pour cette réunion de la Fed. Donc Jérôme Powell a poursuivi son assouplissement monétaire. Il a baissé son taux directeur de 0,25% pour les porter à 4,5%. Et rappelez-vous, il avait frappé fort mi-septembre en entamant son cycle de baisse de taux pour un mouvement de 0,5%. Mais au vu des dernières données macroéconomiques, il a tempéré ce rythme de baisse et a opté pour 0,25%. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait influencer la décision de Jérôme Powell. La baisse des taux semble inappropriée en raison du programme économique de Trump, ce qui stimulerait la croissance et l'inflation. La Fed pourrait donc agir avec prudence. Alors c'est vrai que tout d'abord, durant sa conférence, Jérôme Powell va vraiment insister sur l'indépendance de la Fed, qui est vraiment indispensable pour pérenniser quelque part la crédibilité de cette institution auprès du monde financier. Et non, il n'a pas spéculé sur ce que Trump pourrait faire, ni sur les conséquences de sa politique sur l'économie. Mais ici, j'ajouterais juste que les effets de l'assouplissement monétaire qu'a entamé Monsieur Powell à la mi-septembre a quelque part été gommé par les évolutions récentes des marchés, puisqu'on a eu des taux longs qui ont monté, un dollar aussi qui a monté, ce qui a induit implicitement un durcissement des conditions monétaires. Concluons sur les perspectives d'évolution pour l'Europe et les États-Unis.
C'est vrai que paradoxalement, le marché est rassuré, c'est-à-dire qu'il y a moins d'incertitudes, et donc on le voit dans les indices de volatilité comme le MOVE et le VIX qui ont significativement baissé. Et aujourd'hui, on a un marché qui digère la préélection. Alors au niveau des marchés actions, on peut dire qu'elle devrait tout de même être soutenue par ce cycle d'assouplissement monétaire qui est toujours en cours, qui est global, synchronisé. Du côté des États-Unis, Jerome Powell va continuer à être ce qu'on appelle data dependent, c'est-à-dire qu'il va piloter sa politique monétaire en fonction des données économiques. Il ne va pas anticiper les mesures à venir de Donald Trump et il devrait continuer à baisser ses taux en 2024, début 2025, mais c'est surtout son discours qui devrait évoluer, être plus prudent, puisqu'on sait que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche va compliquer son travail et l'équation monétaire. L'économie en mouvement. Le think tank Itinera dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. La géopolitique est le plateau d'un jeu d'échecs complexe à l'échelle mondiale, où les pays tentent d'obtenir les meilleures positions et cherchent à étendre leur influence. Il s'agit de la manière dont les pays interagissent, coopèrent ou rivalisent sur la scène mondiale, et des facteurs qui jouent un rôle dans ces interactions. Marc DeVos, l'un des experts d'Itinera, répond ce soir à nos questions. Première question. L'Europe est-elle prête pour la géopolitique ? Ça, c'est la vraie question. Lorsqu'on reflète sur le sommet des BRICS à Kazan la semaine dernière. Les BRICS étaient autrefois un club commercial, un peu un prototype de la globalisation, avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces mêmes pays ont élargi le club. 24 pays étaient présents en Russie, accueillis par Poutine lui-même, y compris l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, mais aussi la Turquie, l'Arménie, l'Arabie Saoudite. Un club qui n'est plus du tout uniquement économique, mais un club qui vise à réformer la gestion mondiale, à préconiser une gouvernance économique et politique alternative, un système de paiement alternatif, une coopération énergétique alternative et une protection des chaînes d'approvisionnement spécifiques aux BRICS. Des outils pour être moins dépendants de l'ordre mondial existant qui est estimé comme étant un ordre mondial occidental. Et quand vous voyez les pays comme le Brésil, l'Inde et la Turquie participer à un sommet comme tel, il faut se rendre compte comme quoi Poutine est beaucoup moins isolé qu'on ne le pense et comme quoi l'Occident est beaucoup plus faible qu'on ne le pense. Deuxième question. Pouvons-nous le faire ? D'abord, il faut un soutien massif pour l'Ukraine, pour qu'on ait une Ukraine au moins partiellement européenne robuste, mis à part certains territoires contestés, y compris une reconstruction complète de l'économie et de la société après la guerre. Il faut un programme quelque part d'une adhésion presque partielle à l'Union européenne pour tout un groupe de pays tiers sur notre flanc oriental. Pensons aux élections manipulées en Moldavie et en Géorgie. Il faut qu'on puisse éviter ce type de dérapage. Il faut une collaboration profonde avec les États-Unis et d'autres alliés pour accélérer une autonomie européenne, occidentale, dans certaines technologies, dans certains secteurs stratégiques, et sur base de cette autonomie, redéfinir la relation commerciale avec la Chine. Troisième question. Quelle priorité pour l'Europe ? Ce sont les priorités assez évidentes. Est-ce qu'on est en mesure de générer du consensus et de l'argent pour les faciliter? Ça, c'est la vraie question pour la politique européenne dans les années à venir. Soit on réussit à mobiliser, soit on organise notre propre déclin. Où que vous soyez, merci pour votre attention. L'épilogue du jour proposé par le CCB expose les 4 niveaux de cybersécurité applicables aux organisations. À demain pour un nouvel épisode de Z sur 7. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Le Cyber Fundamentals Framework du Centre pour la cybersécurité Belgique comporte 4 niveaux. Small, basique, important et essentiel, qui aide les organisations à choisir leurs mesures de cybersécurité en fonction de leur profil de risque. Small fournit des lignes directrices aux organisations avec une infrastructure informatique limitée et un niveau de risque faible.
BASIC est destiné aux organisations présentant un niveau de risque cybernétique moyen pour lesquelles un ensemble minimal de mesures est nécessaire. Important est destiné aux organisations disposant de données sensibles ou présentant des risques cybernétiques élevés. Essentiel est destiné aux infrastructures critiques et aux secteurs fournissant des services essentiels où de normes de sécurité les plus élevées doivent être appliquées. Cyber Fundamentals propose une approche structurée qui renforce la cyber-résilience des organisations. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.